La Voix des Bulles présente la Splash Page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentale ventrale. Bonjour à tous, c'est une émission très particulière car nous sommes en public et je suis accompagné d'Amandine pour présenter. Bonjour, bonjour. Bonjour, cette table ronde. Oh, Cette table ronde où nous allons parler de la représentation de la femme en bande dessinée. Un peu sur tous les sens du mot représentation, c'est-à-dire aussi bien comment elles sont dessinées, comment elles sont écrites, mais aussi comment elles sont dans la vraie vie, dans les médias, comment est-ce qu'on voit les autrices en bande dessinée. 2018, c'est une année où les conditions du travail des femmes, notamment dans le monde du spectacle, ont été pointées du doigt. Que ce soit avec l'affaire Weinstein ou le mouvement Balance ton port, les comportements déplacés, voire criminels, des hommes ont été dénoncés. Mais le monde de l'illustration, et en particulier de la BD, semble peu touché par ces révélations. On en a assez peu entendu parler. Il y a eu une espèce de manque de visibilité médiatique, en tout cas, là-dessus. L'auteur de BD travaille seul dans son coin. Il est dans une situation tellement précaire, quel que soit son sexe, que la condition féminine semble un peu un combat secondaire quand on en parle. Pourtant, il y a bien eu un scandale en 2016, dans le festival d'Angoulême, alors que venait de se créer le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. Aucune femme n'était nommée dans la sélection du Grand Prix du festival. Alors, pourquoi ce manque de représentation ? La BD, c'est certes un milieu très masculin, historiquement, mais les femmes y ont toujours été représentées, et elles sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que ça vient du manque de personnages féminins crédibles, qui fait que les femmes ne sont pas forcément intéressées à la bande dessinée, de l'absence de médiatisation des autrices, on en parle très très peu, sauf quand il y a des sujets autour du sexisme en gros, ou des difficultés que rencontrent ces artistes, donc les femmes, pour être acceptées dans la profession. Donc pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour. Donc Leïla Benavid, Limsela et Hélène V. Et Bonjour. Et Digli qui va bientôt nous rejoindre. Donc pour commencer, je vais présenter nos invités et n'hésitez pas surtout à me reprendre si jamais je dis des bêtises. Et ça va arriver. Merci. Toi, tais-toi. Donc Leïla, tu es artiste, illustratrice et autrice, entre autres, d'une collection d'albums muets Cartoons, publiée aux éditions d'Orbestier, dans l'édition Rêve Bleu, et qui présente dans la plupart des ouvrages une rencontre entre deux personnages, souvent deux personnages animaux, parfois un humain et un animal. Donc par exemple, Lilou présente la rencontre entre une petite fille et un loup, Mout-Mout, celle d'un agneau blanc avec un agneau noir, et Panchemar, celle d'un panda avec une panthère. Tu es engagée sur plusieurs fronts, dont le véganisme, qui transparaît notamment dans les illustrations que tu fais pour dénoncer les traitements faits aux animaux. Et tu utilises également ces illustrations pour récolter souvent des fonds en direction d'associations qui luttent contre les mauvais traitements aux animaux. Pardon. Récemment, tu as publié avec Olivier Dupin l'album Dolly aux éditions ZTL ou Zetoulu, je ne sais pas comment ça se dit. On dit les deux. Ça marche. Hélène V, tu as fait la section illustration à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, où tu étais major de ta promotion. Et tu as obtenu... La classe. Tu y as d'ailleurs obtenu un prix pour un livre en linogravure qui s'appelle Mystère du grenier. Et tu as aussi gagné le prix Raymond Leblanc de la jeune création en 2014, ce qui t'a permis de créer et publier la série La fille des cendres aux éditions du Lombard, dont il y a 2 tomes qui sont sortis, un 3e qui va être publié prochainement. Limsela, tu fais partie de l'Atelier 24, un collectif, un fanzine de jeunes auteurs et autrices de BD qui se sont rencontrés en Belgique, si je ne dis pas de bêtises, dans l'école supérieure d'art Saint-Luc de Tournai. Non. Ça y est. Je dis des bêtises. Presque ça. Du coup, j'ai fait la même école qu'Hélène, mais en section bande dessinée, à Tournai, du coup, en Belgique. Et donc l'Atelier 24 a été fondé en 2012 par, entre autres, Karine Debrab, qui est connue en France pour sa capuce. Sa capuce, oui.
Et ce fanzine est publié tous les 6 mois sur un thème particulier. Tu fais beaucoup de sérigraphies, de ce que j'ai vu, de personnages de femmes, pardon. Par exemple, Alice au Pays des Merveilles, j'ai pu voir aussi Mercredi de la famille Adams. Mais aussi des créatures mythologiques, dont des gorgones, des sorcières, des fées, plein de belles choses. Digli, si vous ne la connaissez pas déjà, qui est illustratrice et autrice de bande dessinée, qui a fait ses études à l'école Émile Coll de Lyon. Et pendant ce temps, elle publiait en même temps sur son blog des strips et des illustrations, ce qui lui a permis de lui donner assez de visibilité pour par la suite publier des albums autobiographiques et humoristiques, dont Autobiographie d'une fille gaga, Confession d'une glitter addict et Glitter Bitch. Elle est également féministe engagée, ce qu'on a pu voir dans son livre Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels qu'elle a fait avec Ovidie. Et aussi au travers de ses différentes publications sur son site. Par exemple, à l'occasion du Inktober 2017, elle a publié chaque jour des illustrations de poétesses, donc pendant tout le mois d'octobre, afin de les faire connaître et de leur rendre hommage. Elle fait partie du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme que Pierrick mentionnait plus tôt. Et ce collectif a notamment lancé le mouvement Paye ta bulle, qui permet toujours de dénoncer les traitements faits aux autrices dans le monde de la bande dessinée, parce qu'elles sont femmes. Et l'année dernière, elle a publié son premier roman, Mémoire d'une jeune guenon dérangée. Donc on va commencer par notre première partie, où on va parler de la création de BD et de comment on peut penser une BD féministe. Puisque, en règle générale, le personnage féminin classique, quand il est présent, est souvent la femme futile à forte poitrine que le héros va sauver des griffes du méchant. Et c'est bien sûr un cliché. Et comme la plupart des biais culturels, on a tendance à les reproduire sans le vouloir si on ne fait pas attention. Donc, première question, je m'adresse à nos invités. Que ce soit dans le scénario ou le dessin, est-ce que vos personnages féminins sont des évidences ou issus de réflexions féministes ? Ouais, c'est... Vous avez 2 heures. Déjà, je pense que ça doit dépendre du projet. En tout cas, pour ce qui est de mon expérience, c'était beaucoup des personnages réels. Au départ, c'était moi. Ensuite, c'était pour Forever Beach, un groupe d'amis à moi. Et là, dans la dernière BD, Libre, ce sont des planches inspirées de scénarios qu'on m'a racontés autour de moi et des visages qui sont aussi des gens que je connais. Donc, évidemment, là, ne se posait pas forcément la question. Par contre, dans mon travail d'illustratrice, quand j'ai une commande, évidemment, j'essaye de faire gaffe à mes représentations. Donc, j'essaie de pas toujours systématiquement représenter les mêmes choses. Et de la même manière, j'essaie de glisser des personnes réelles parce que c'est plus facile. Qu'en fait, quand on se rend compte que quand on invente, souvent on fait toujours la même chose. Et cette même chose, c'est souvent des stéréotypes. Donc, je trouve ça plus riche de m'inspirer de personnes que je connais. Leïla ? Oui, mais c'est un peu comme Digli, c'est-à-dire que, moi souvent je réponds à des commandes de personnes différentes, que ce soit en édition ou ailleurs, et du coup on me demande des personnages particuliers. Donc parfois j'essaye d'amener mes propres personnages. Malheureusement, c'est pas toujours gagné. Souvent on me refuse les personnages que je propose parce que ce sont des femmes trop rondes par exemple, ou racisées. Donc voilà, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Donc là, on en parlera peut-être plus tard, ça sera plus de la convergence des luttes. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je retrouve, moi, dans mon métier, en tant que plus illustratrice que dessinatrice de bande dessinée. Limsela ? Moi, c'est plus par rapport, du coup, à moi-même. En fait, je me rends compte de plus en plus qu'effectivement, il y a des trucs assez systématiques et que si je réfléchis pas ou que j'essaye pas de m'habituer à changer un peu mes représentations à moi, déjà en fait je vais faire des personnages qui vont me ressembler, pas forcément trait pour trait, mais qui auront plus ou moins les caractéristiques que moi j'ai, et j'essaye d'être attentive à ça. Mais du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est que plus moi je déconstruis des choses dans moi-même, en fait, plus mes personnages déconstruisent de choses aussi.
Et du coup, bah, voilà, ça reste aussi assez intéressant. Mais voilà, j'essaye d'être plus inclusive, de pas toujours me référer à moi-même parce que je suis pas une généralité. Et du coup... Hélène ? Alors, moi, dans mes histoires, j'essaie d'aborder un personnage féminin comme un personnage masculin, qui soit, apparemment, tout le monde est du même avis, qui soit le plus réaliste possible, mais aussi le plus logique possible par rapport à l'histoire que je lui donne, par rapport à son background. Donc, c'est un côté évident. Si tu disais le mot évident, c'est ça, en fait. Il faut qu'il soit évident, il faut qu'il soit logique. Et en même temps, on veut lui donner aussi, enfin pour ma part, j'essaie de lui donner, je pense à mon histoire que je fais en ce moment, La fille des cendres, je veux lui donner une force de caractère qu'elle aurait peut-être pas eu à l'époque. Ça se passe au début du 19e siècle, là où la femme avait aucune liberté, voilà, littéralement, en Angleterre à l'époque. Et je lui en donne une pour moi, qui est un petit peu logique qu'elle devrait avoir par rapport à ses parents, mais voilà, on essaie quand même de... Voilà. J'ai besoin de cette force dans mon histoire, quoi. Et en ça, peut-être qu'elle est plus féministe que ce qu'elle devrait l'être. Ouais. Pour parler un peu de ces problèmes de représentation, parce qu'il y a la façon dont on écrit le personnage, mais aussi les postures. Pour donner un exemple, il va y avoir l'affiche classique de film où on a la jolie fille avec les fesses face caméra, le corps cambré, on ne sait pas comment on fait pour qu'on voit aussi ses seins. C'est vraiment des clichés graphiques qu'on peut utiliser pour de la parodie, ça marche aussi. Mais celui-là, il est évident, c'est un cliché qui est sexiste, évident, mais il y en a plein dont on ne se rend pas forcément compte sur des angles de caméra quand on va dessiner, etc. Ça vous est déjà arrivé, avec le recul, de vous dire « Zut, j'ai fait un truc là, j'ai représenté ça comme ça, j'aurais dû le représenter autrement, je n'ai pas réfléchi et je desserre un peu la cause féministe dans ce que je fais ». Ça vous est déjà arrivé ? Oui, personnellement, oui. Ouais. En fait, je me suis rendu compte au début, quand j'ai commencé à dessiner pour tout le monde, pas que pour moi dans mon coin, que dès qu'on me demandait de dessiner un personnage féminin, j'avais tendance à faire une fille parfaite, avec toutes les erreurs d'anatomie que je pouvais faire à l'époque et que je fais encore aujourd'hui. Mais donc, on va dire, pas de ventre du tout, une taille très marquée, des gros seins et un joli fessier. Et souvent un visage très, voilà, avec le joli petit nez, tout, la totale, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il a fallu que je réfléchisse à ça après. En fait, c'est quand Mais en fait, c'est aussi beaucoup grâce à toi. Tu le sais pas, voilà, Digli. Mais un jour, t'avais protesté contre un dessin de commande où on te demandait d'amincir une femme qui était ronde à la base, alors qu'on t'avait demandé une femme voluptueuse, généreuse. Donc, tu avais fait quelque chose qui correspondait vraiment. Et je crois que c'est là où vraiment je me suis rendu compte, en te lisant et en t'écoutant parler de ça, je me suis rendu compte qu'en effet, mes dessins étaient complètement problématiques. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de défendre la cause féministe. Mais en fait, ce que je faisais, c'était tout sauf ça. Parce que dès qu'on me demandait un dessin de fille, je faisais ça. Donc voilà, ça a été un point de départ de prendre conscience et du coup de retravailler différemment. Même si j'avoue que la prochaine héroïne de ma BD, de mes BD qui sont en projet, elle est quand même très... Voilà. Encore, ouais, mais ses copines, non. Non, mais il y a un truc assez drôle là-dessus, et on le voit beaucoup dans le cinéma. Ça me fait plaisir que tu donnes cet exemple, parce que c'est un truc qui est facile à constater, en fait, le cinéma. Il y a une actrice dont j'ai perdu le nom et j'aurais aimé le retrouver avant d'arriver, mais j'ai trop couru, qui en fait est actrice à Hollywood et qui en avait marre de toujours avoir des rôles qui d'abord en fait demandaient qu'elle soit jolie, et donc pour prouver à quel point c'était répandu dans le cinéma, elle avait lancé un hashtag en demandant à tous les acteurs d'un côté et les actrices de l'autre de livrer la toute première phrase de leur scénario qui décrivait leur personnage. C'est-à-dire la première chose qu'on allait dire de leur personnage. Et donc il y a eu des milliers de participants et de participantes. Et en fait, bien évidemment, la plupart des rôles féminins, la description du personnage, c'est une description physique. De manière générale, en plus, plutôt avantageux, un physique, voilà. Alors elle va être jeune. Elle va être mutine, elle va être timide, souriante, elle va être menue, elle va avoir de grands cheveux.
et c'est toujours des descriptions physiques. Et en revanche, les hommes qui postaient la même chose, eh ben, ça allait être un trait de caractère. Ça allait être... il a été blessé par la vie, c'est quelqu'un de taiseux, c'est quelqu'un de très rustre ou de très courageux. Et voilà. Et ça va être un trait de caractère. Et ça se retrouve énormément. Et de la même manière, il y a le test Bechdel qui a été créé par Alison Bechdel, qui est militante féministe et autrice de bande dessinée aux États-Unis. C'est un test très simple pour se rendre compte du manque de représentation des femmes dans le cinéma et du manque de rôle féminin nourri. Et en fait, ce test, il consiste à, en regardant un film, compter combien il y a de personnages féminins identifiables, donc avec un nom, un caractère, mais déjà nommés. C'est déjà beaucoup. Donc déjà, est-ce qu'il y a plus de 3 personnages féminins ? Donc déjà, ça fait un énorme tri. Et c'est terrible de se dire ça, mais c'est vrai. Ensuite, est-ce que ces personnages féminins se parlent entre elles, ont un lien entre elles ? Ou est-ce que ce sont des personnages complètement qui ne se voient jamais ? Et ensuite, est-ce que si, oui, elles se parlent entre elles, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que du héros ou de leur lien amoureux au héros ? Voilà. Et ben en fait, vous ferez le petit test à la maison. C'est pas tant pour dire est-ce qu'un film est féministe ou pas, hein, parce qu'un film peut avoir un seul personnage féminin super bien construit. C'est pas ça. C'est plus montrer comme on manque de bons rôles féminins qui sont pas là pour être un faire-valoir du héros, pour être un intérêt amoureux du héros, ou pour être l'éternelle maman ou la putain, quoi. Donc dans le fond, on manque beaucoup de rôles bien écrits, et on en manque beaucoup parce que pour l'instant, le cinéma c'est quand même une industrie d'hommes. Les producteurs sont des hommes, énormément de réalisateurs sont des hommes. Il y a plein de réalisatrices femmes, mais elles n'arrivent pas à émerger. On attend encore d'elles qu'elles soient script, qu'elles soient. Enfin, quand une femme arrive sur un plateau, on n'attend pas d'elle qu'elle dirige une équipe. Donc ça, on le retrouve dans la BD, on le retrouve dans tout ce qui est de créer des histoires. Et moi, la première, comme toi, quand je parlais de moi, j'adorais me moquer de mon physique, faire des grimaces, me rendre dégueulasse. Par contre, quand je dessinais mes amis, j'avais envie de les flatter, j'avais envie... Donc, j'arrivais pas à avoir cette même force de caricature et cette même moquerie, en fait, qui faisait mon trait. J'arrivais moins à la voir sur les autres parce que je voulais pas blesser, parce que je voulais pas me dire ah bah mince, je l'ai dessinée plus grosse qu'elle ne l'est, ou plus petite qu'elle ne l'est, ou plus poilue qu'elle ne l'est, et est-ce qu'elle va mal le prendre ? Et c'est vraiment en dessinant beaucoup de corps, en faisant du nu dans mon école de dessin, et puis après mes amis qui sont très sympas et qui posent pour moi, qu'en fait j'ai vu la beauté ailleurs, et que ça m'a aussi pris quelques années, mois, pour me dire pourquoi, quand je dessine, j'ai envie de dessiner un idéal. Ça me fait pas du bien, en fait, cet idéal. C'est un idéal qui n'est pas atteignable. Donc c'est là que je me suis dit, en plus, ce que j'aime, c'est la caricature. Donc pourquoi je l'applique pas aussi sur des commandes et sur tout ça ? Mais c'est... voilà, ça a pris du temps et j'ai parlé très longtemps. Je suis désolée, mais il y a tellement de choses à dire que voilà, je vous laisse rebondir. Mais voilà, ça me tient très à cœur, forcément. Lucella, Hélène, quelque chose à ajouter sur Je sais pas trop si j'ai beaucoup de trucs à ajouter, mais moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en parlant avec d'autres personnes, d'autres copines, ou ce qui revient comme excuse un peu pour pas dessiner par exemple des personnes minces, ou c'est une question de style que je trouve un peu voilà, pour moi c'est vraiment une excuse en fait, et de facilité, et où en fait on prend l'habitude de pas se mettre trop en danger, et de se dire ah ben non, mais en fait là je dessine des gens comme ça parce que c'est mon style, mais en fait on peut tout adapter à son style, et du coup c'est vraiment juste des mini petites prises de risques, et c'est juste que c'est pas toujours on se le dit pas toujours, et en fait après c'est un petit effort à faire qui est pas un effort vraiment. Mais en même fait, techniquement c'est compliqué en fait pour comprendre un corps qui n'est pas le nôtre, parce que comme tu disais, on a tendance à dessiner des personnages au départ qui nous ressemblent. oui. Par facilité, parce que c'est ce corps qu'on voit dans la glace le matin, et que donc moi j'ai fait des espèces de tiges pendant des années parce que j'ai souffert d'être maigre au collège, et qu'en fait c'était le seul corps que je connaissais, et que quand je voulais faire un corps plus gros ou gros, j'en comprenais pas la logique. Je ne comprenais pas ce qui allait faire que ça allait être juste anatomiquement. Est-ce que le cou il est de la même, c'est vraiment en regardant et en dessinant des corps, en les ayant sous les yeux, que à force, effectivement, c'est un peu un choix de se dire attends, mais il faut que je dessine autre chose que ça. C'est ça. Et du coup, moi, ce que personnellement j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, j'avais tendance à dessiner surtout des personnages blancs,
Et c'est ça plus qui m'a, moi, ennuyée, en me disant, mais non, mais voilà. Que, du coup, maintenant, j'essaie d'être attentive plus à ça. Et voilà, c'est des efforts, mais... c'est pas des efforts dans le sens où ça demande énormément d'énergie, mais c'est juste, voilà, faut se dire que c'est un truc à apprendre et que après, ça se fait, quoi. Oui, culturellement, c'est pas automatique. Il faut avoir une réflexion pour se dire non, mais il faut que je fasse comme ça parce que sinon je nourris des clichés. Mais pour moi, le dessin, la BD, c'est ça. De toute façon, c'est de la recherche sur des choses qu'on connaît pas. Et du coup, si on est capable de le faire pour, par exemple, si on sait pas dessiner telle plante, on est capable de le faire aussi pour des corps et pour des personnages. Et Hélène ? Tu parlais de la position aussi du corps en fait, et la cambrure et machin chouette. Et c'est vrai que moi en fait à ce côté-là, ça a été assez facilement parce que moi à la base, je suis pas quelqu'un qui se cambre naturellement et donc mon personnage était comme vous avez dit quoi, on dessine ce qu'on est. Et d'ailleurs, mon personnage, en fait, je voulais rebondir sur la poitrine, moi. Et mon personnage a comme moi une poitrine menue. Et du coup, je suis gênée quand des fois, parce qu'elle porte des robes d'époque, qui sont des robes. Avant, c'était il y avait le décolleté qui était normal. Et je suis gênée quand ça doit être un plan où on la voit un peu de dessus et qu'on devrait voir cette fameuse ligne entre les seins. Et voilà, donc je sais pas pourquoi, j'ai toujours un blocage là-dessus. Visuellement, j'ai peur en fait de faire quelque chose qui la représente justement comme une image facile. Et parfois en dédicace, on nous demande, non, ça m'est pas arrivé beaucoup, mais ça m'est arrivé qu'on me dise vous pourriez faire. Quand je demande qu'est-ce que vous voulez, on me répond vous pourriez faire votre personnage principal un petit peu salace quoi. Et donc là, je l'ai jamais fait. Je souris et je fais carrément autre chose et voilà. Et une fois, il y a aussi des erreurs, peut-être vous pareil, on se rend compte après avoir fait le dessin, après on scanne l'image, on va le travailler sur l'ordinateur, on se rend compte qu'on a fait des bêtises. Et une fois, par exemple, il y avait ce plan où mon personnage est dans l'eau, quelqu'un va la tirer hors de l'eau, et en fait, j'ai dessiné une main qui était en train d'avancer vers elle. Et quand j'ai regardé ça sur mon écran, en fait, ça faisait simplement une main qui était en train de lui plotter la poitrine. Et je me suis dit, mince, il faut que je recommence. Et du coup, j'ai recommencé. Donc, c'est des accidents qui sont vraiment pas de mon fait. Mais avec avec ce cliché, oui, des femmes, on veut pas que ça passe. On veut pas du tout que... c'est un effort étrange à faire, mais... ouais. Est-ce que vous avez déjà un peu parlé à ce propos, mais est-ce que vous avez été amené à mettre vos convictions de côté pour correspondre à une commande d'éditeur ou par compromis avec peut-être un ou une scénariste? Parce qu'il faut manger aussi. Exactement. Personnellement, je suis en plein dedans. Donc, forcément, oui, quand on a des commandes, on a beau essayer, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaye, on gratte comme on peut. Donc moi je suis toujours en train de dire est-ce que je peux faire une femme ronde, est-ce que je peux faire une femme noire, est-ce que je peux faire je sais pas un couple homosexuel, enfin voilà, des personnes trans, enfin voilà, on essaye quoi. Mais en face on a forcément souvent des refus. En tout cas moi j'en ai beaucoup et en ce moment je suis en plein dedans parce que voilà, des fois il y a des collections qui se lancent et c'est même pas la faute des éditeurs ou des éditrices qu'on a en contact, ça remonte plus haut où ils ont des cahiers de charges bien carrés, bien précis. Et où on leur dit non, vos illustrateurs et illustratrices doivent faire une femme, ou en tout cas un couple hétéro, normal, entre guillemets, avec la femme qui sourit, qui a un corps absolument parfait alors qu'elle a 3 gosses. Enfin, oui, voilà. Enfin, c'est un petit peu, des fois, on n'a pas le choix et on le fait parce qu'on se dit que on l'a fait une première fois, mais la prochaine fois, on essaiera de passer en force. Et à chaque fois, moi, ce que je fais, je pense qu'on est plusieurs à faire ça, c'est qu'on essaye quand même de faire un truc qui est pas tout à fait en accord avec ce qu'ils voulaient, genre on va la femme on va la faire brune bouclée avec la peau un peu mate, là ça passe, elle est méditerranéenne, ouh, voilà, et c'est déjà on est content quand on a ça qui passe quoi. Des fois c'est ça, on en est là encore aujourd'hui. Il y a Pénélope avait fait un TED à ce sujet-là, Pénélope Bagieux qui est illustratrice, qui a fait Les Culottés qui sont très connus et qui sont super. Très bien. Elle en parle
Et là, j'ai discuté avec elle il y a très peu de temps et on a eu exactement la même expérience. Alors, il faut savoir qu'on travaille pour la publicité. Enfin, Pénélope a arrêté. Moi, j'en fais encore un petit peu. Tout simplement parce que ça me permet d'avoir un budget qui est très confortable et ensuite de travailler sur des projets beaucoup moins bien payés et beaucoup plus artistiques. Et évidemment, dans la pub, on se doute bien que c'est là qu'il y a... Et en même temps, j'ai pas envie de déserter non plus ce poste-là parce que j'ai quand même espoir qu'on puisse intégrer aussi ce milieu qui est ultra catégorique et qui est ultra sectaire. Et là, par exemple, elle me racontait qu'elle avait dû faire une affiche pour la ville de Paris, pour un festival de sport, je crois, et qui était un festival féminin. Et donc, elle devait dessiner une femme pour ce festival. Donc, elle a fait son dessin. Elle a fait une jeune femme avec une petite tenue pastel, et elle lui a fait la peau noire. Et c'était sur un fond aussi avec une couleur super pétante et tout. Donc, elle rend son dessin. Et là, évidemment, alors le retour de l'agence qui lui dit « Ah, oui, alors c'est super, mais on se disait qu'on aurait peut-être pu changer les couleurs. » Donc Pénélope, qui est habituée à avoir ce type de réponse, joue l'imbécile. Elle dit « Ah, les couleurs des vêtements ?» Alors ils lui disent « Oui, mais peut-être aussi la peau. On peut peut-être tester plusieurs couleurs de peau pour voir ce qui marche le mieux. » Et elle dit « Bah non, mais en fait, c'est ça qui marche. J'ai fait les couleurs complémentaires. Le brun chaud de la peau répond à la couleur vert d'eau des vêtements. Il y a toute une harmonie de couleurs. Si je change la couleur de la peau, mes vêtements iront plus avec. Donc, il faut tout recommencer. Bref. » Donc, elle dit non. Donc, il dit « Ouais, mais peut-être qu'on peut quand même essayer. » Donc, évidemment, il y a toujours une excuse qui n'est pas « on veut une femme blanche hein, ». C'est toujours autre chose. Et donc là, Pénélope leur dit « Bah écoutez, non... si je rechange la peau, ça me fait changer toute l'image. Donc à ce moment-là, vous me payez une autre image parce que moi, j'ai terminé mon dessin et je peux pas la changer comme ça. Voilà. Et elle me dit, c'est là qu'on allait voir s'ils étaient plus racistes ou plus radins. Et ils ont préféré payer une deuxième fois l'illustration pour avoir la femme blanche. Donc ils sont plus racistes que radins. Et voilà. Et ça, moi, j'y suis confrontée évidemment tout le temps. En publicité, c'est l'endroit le plus difficile, mais même parfois en édition, et c'est ce que tu as abordé tout à l'heure, j'en ai parlé sur mon blog, j'ai eu une commande pour un roman, donc en édition, pour une couverture de roman, et dans ce brief, voilà, parce qu'on me contacte, on m'explique un peu de quoi parle le livre, et moi j'en fais l'image. Et là, donc j'ai la description du personnage féminin qui est voluptueuse, plantureuse, avec beaucoup de formes, très fière de son corps, bien dans son corps, et le terme, voilà, voluptueux, forme, revient tout le temps. Moi je m'imagine tout de suite mon perso, je pars, je suis à fond. Je leur demande quand même avant, je leur dis on est bien d'accord que là on parle d'une femme ronde, pulpeuse, voilà, des mots qui veulent rien dire et qui cachent à peu près 5 tailles différentes selon la mentalité des gens. Donc elle me dit déjà oui, enfin ronde, enfin ça dépend, oui disons que elle a des formes féminines. Une femme avec des formes féminines. Déjà j'adore ce terme de forme féminine parce qu'il y a des formes qui sont pas féminines, d'autres qui le sont, donc voilà. Donc bref, je pars, je fais mon dessin. Et je fais une nana, franchement, que moi je trouve normale, mais effectivement avec de la poitrine, des hanches, des cuisses, et voilà. Et ultra badass. Et en fait, ça a été un ping-pong de mails, mais qui était si peu honnête, d'une langue de bois affreuse. Où on persistait. Alors évidemment, en plus, la personne qui me refusait le dessin était pas la personne soi-disant la plus haut placée. Donc moi, on me disait « Ah, mais moi, j'adore, hein, mais l'éditrice au-dessus de moi veut pas. » Donc impossible, en fait, d'être confrontée à la personne qui n'était pas d'accord. Et on me disait « Oui, mais alors quand même, l'héroïne devrait avoir un corps harmonieux. » Donc c'est dommage que j'ai pas le dessin à vous montrer parce que, putain, si c'était pas un corps harmonieux... Bon, bref... elle devrait plus ressembler à Scarlett Johansson. Donc, en quoi Scarlett Johansson est plantureuse avec des formes rondes, féminines, etc. En fait, il voulait dessin. Et donc, il y a eu une espèce, voilà, de... Moi, j'essayais de les appeler. On refusait mes coups de fil. Impossible d'avoir un dialogue posé. Et la réponse que j'avais, c'était « Ah, mais on partage tout à fait tes convictions. On est tout à fait d'accord. On veut pas une Barbie, hein. Mais si tu pouvais lui mincir les cuisses et lui mettre une mini-jupe, ce serait vraiment bien. » Et voilà. Et donc là, j'ai refusé de la mincir. Je leur ai dit, écoutez, en fait, je vois pas pourquoi je la mincirais. Moi, vous m'appelez pour que je vous donne ma vision du personnage d'après la description. C'est ma vision du personnage. Je vois pas pourquoi elle devrait mincir. Je vois pas pourquoi, en tant que telle, il ne pourrait pas lui arriver toutes les aventures qui lui arrivent dans le livre. À savoir choper des mecs, être bien dans sa peau. Je crois qu'elle cambriole une banque. Enfin bon, c'est un truc. Je dis, je vois pas en quoi 2 tailles de fut l'empêche de faire ça. Donc, en fait, non. Donc la commande ne s'est pas faite. Mais ce que j'expliquais aussi, c'est qu'il faut quand même qu'on mange
et que il y a des mois où on n'a pas eu de commande depuis des semaines, voire des mois. On a nos impôts à payer, on a tout à payer comme tout le monde, toutes nos charges. Et refuser une couverture qui peut aller jusqu'à 800 €, c'est difficile. Donc il y a aussi parfois, bien sûr, on peut se dire bon, pour ce coup-là, je le fais puis j'en parlerai pas. Et c'est quand même c'est un permanent débat avec soi-même et dilemme. Et c'est franchement pas évident. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive plus à faire des images qui me correspondent pas parce que ça devient trop dur. Mais quand j'avais 21 ans et qu'on me disait de mincir les jambes de mes héroïnes, je mincissais les jambes et je me posais pas de questions, quoi. J'ai juste une mini-expérience. En fait, j'ai pas d'expérience dans la publicité pour des éditeurs importants. Mais j'ai une petite expérience pour un libraire audio sur Internet qui se considère comme un libraire indépendant, et c'est ce qu'il est, en fait. Parce que c'est une petite équipe, etc. Et ils m'ont commandé des illustrations pour leur site. Ça s'est très bien passé et ils avaient vraiment des idées avant-gardistes. Ils m'ont demandé de faire des personnages de toute race, de toute forme, de tous âges aussi, des vieilles personnes, mettre en avant. Et ça a été un travail génial qui m'a fait me dire que les temps changent. Et que si on commence avec les petits comme ça, qui sont lecteurs et qui comprennent les lecteurs, peut-être qu'un jour ça va enfin venir jusqu'en haut et quelqu'un va se dire oui, oui, en fait ça marche. Donc on y croit. Ça peut être sur des toutes petites choses en illustration, comme on en parlait toutes les deux hier, sur l'illustration jeunesse. Si on a une illustration qui nous demande juste une scène de famille le soir au dîner, ça coûte rien de mettre le père en cuisine et la mère sur l'ordi, quoi. Ça coûte rien, mais ça change déjà vachement. Ou de mettre un couple mixte, une personne grosse alors que c'est pas précisé dans le scénario, que ce soit pas, elle est pas grosse parce que c'est le sujet du livre, quoi. Que ça puisse être juste, c'est une personne normale en fait, et voilà. Ça peut être sur des toutes petites. Justement, tu parlais de Zétoulu, les éditions Zétoulu. Donc c'est le dernier album que j'ai fait, c'est avec eux, donc je suis pas du tout au texte, mais que à l'illustration. Et là, j'ai eu une grande liberté. Donc c'est toute petite maison d'édition qui vient juste de naître sur Nantes. Et j'ai pu faire les personnes avec les origines que j'avais envie de leur donner, et puis et les couleurs et tout ça. Donc du coup, il y a la maman du héros qui est, on va dire plutôt d'Inde et un peu ronde, tout ça avec des belles formes et tout. Et puis une fois qu'il devient adulte, sa femme elle est noire et j'ai pu faire des enfants du coup mixtes, voilà. Et du coup c'était super de pouvoir faire ça, et je me suis dit si on peut avec une petite maison, il suffit de faire le forcing avec les grandes et elles vont se laisser faire au bout d'un moment parce qu'elles n'auront plus le choix. Là, j'ai eu une triste expérience parce que j'illustre un roman pour les ados qui est dans une petite maison d'édition qui se veut une maison d'édition hyper militante, qui cherche des textes avec des héroïnes fortes, qui change les stéréotypes, etc. Donc, a priori, génial. C'est vraiment une maison qui se monte pour ça. Et donc, on travaille sur la jeune autrice avec qui je travaille écrit des romans pour donc jeunes ados. Et elle a un groupe de filles qui sont 4 et qui viennent de tous les coins du monde. Et dans ces 4 filles, il y a une seule fille blanche. Et déjà, elle a eu du mal au départ à imposer ce scénario-là. On lui a demandé si elle pouvait pas mettre un peu plus de blanche quand même. Parce que ça faisait peur, parce que c'était presque comme si on lui disait il y a qu'une seule fille normale dans ton groupe. C'était vraiment ce qu'il en sortait. Donc déjà, c'est dur, mais elle a réussi. Donc on a illustré le tome 1, qui s'est très bien passé. Et le tome 2, on parlait d'une des héroïnes qui est musulmane et qui porte le voile de temps en temps. Donc moi, je la dessine parfois avec, parfois sans son voile. Et en fait, devait lui arriver à cette héroïne toute une partie de l'histoire où elle subissait des actes islamophobes. On venait taguer les murs de chez ses parents parce qu'elle était dans un petit village de France où les gens étaient très racistes, et c'était une grande partie de l'histoire. Et moi, en tant qu'illustratrice, donc en fait, j'attends qu'on m'envoie le texte fini pour l'illustrer. Et là, il y avait un retard mais monstrueux sur le texte et je comprenais pas pourquoi. Donc on me disait oui, mais tu sais, l'autrice est jeune, c'est dur pour elle d'écrire, faut être patient, elle va y arriver. Je disais bon, ok. Et quand le texte s'est fini, qu'on a fini le bouquin, j'ai parlé à la jeune autrice et elle m'a dit non, mais en fait c'est pas ça, c'est que ils m'ont enlevé ce bout de l'histoire. Et du coup ça a fait se casser la gueule toute mon histoire parce que ça c'était une dynamique qui servait à l'histoire globale. Donc elle a dû retomber sur ses pattes en enlevant 20% de son livre. Moi, on me sélectionnait des moments où finalement le personnage ne portait pas le voile, donc je l'ai assez peu dessiné. Je l'ai quand même dessiné, mais pas énormément.
Et ça, je ne l'ai su qu'après. Donc même chez une maison qui se dit militante, qui essaye de casser les stéréotypes, faire une jeune fille de 12 ans ou 13 ans qui porte le voile et qui subit du coup des actes violents à cause de ça, eh ben elle n'a pas pu le dire. Donc en fait, on avance sur certains trucs. Par exemple, le féminisme, ça commence à un peu être un truc. Même les gens se forcent, mais ça commence à être entendable. Islamophobie, alors là, ça n'existe pas. Donc c'est pas évident, quoi. Limsela, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Moi, j'ai pas ces expériences-là dans le milieu éditorial. Du coup, j'ai pas eu à faire. Ouais, voilà. Mais du coup, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même, justement, de plus en plus, j'ai l'impression, de personnes qui s'attachent vraiment à élargir les représentations dans leurs dessins, qui sont pas encore dans des circuits professionnels et tout ça. Et moi, ça me fait me dire que peut-être si ces personnes-là, elles arrivent déjà avec tout ce bagage de représentation, peut-être qu'à un moment donné, dans l'édition, on sera obligé de laisser de la place parce que sinon, on ira en dehors des circuits éditoriaux. Ce qui est pas mal aussi peut-être. Et voilà, et s'ils n'ont pas d'auteur, ils feront plus rien. Donc mais voilà. Exactement. On va passer à la seconde partie, donc sur l'identification qu'on peut se faire par rapport à des personnages ou des autrices, et aussi les inspirations que vous pouvez en tirer. Puisque malgré tous les clichés, vous-même et d'autres avant vous ont essayé de montrer des femmes plus actives et plus indépendantes, plus réelles, comme on en parlait tout à l'heure, et qui sont des moteurs de l'histoire et pas seulement des faire-valoir. Est-ce qu'il y a eu des personnages de BD auxquels vous avez pu vous identifier, lesquels et pourquoi ? Ouais, c'est pas évident. Je sais pas. Moi, je me rappelle juste que quand j'étais petite, j'étais hyper fan de Yoko Tsuno. Et maintenant, j'arrive plus trop à lire les BD, mais juste, je me suis rendu compte en retournant dessus que déjà, c'est un personnage qui est pas du tout sexualisé. Et du coup, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, dans lequel j'ai réussi à rentrer. Et je me dis, ça un peu, c'est pas du tout le personnage emblématique de mon enfance, mais c'est le premier personnage dans lequel je me suis déguisée quand j'étais petite. Et voilà, je me dis peut-être que ça a donné une base, mais je peux pas le certifier, mais de personnages féminins qui est pas déjà qui est l'héroïne de son histoire, qui fait plein d'aventures avec ses copines. Enfin, je dis ça comme si elles étaient adolescentes, mais voilà, pour dire, il y avait quand même d'autres personnages féminins, et l'importance de l'histoire, c'était pas du tout le fait qu'elles soient des enjeux amoureux pour les personnages masculins. Il n'y avait pas de romance, ou alors s'il y avait, elle en avait rien à foutre. Et du coup, c'est chouette parce qu'effectivement, il n'y en a pas forcément énormément, mais il y en a quand même. Enfin, faut pas non plus se dire que c'est inexistant ou que c'est hyper récent, parce qu'il y a quand même des personnages féminins. Mais effectivement, c'est peut-être un peu difficile d'en trouver qui soient complètement désexualisés, et voilà, parce que des personnages forts, il y en a, mais souvent elles sont sexualisées énormément. Et voilà. Et du coup, moi, je pense que c'est un personnage qui m'a vachement marqué. Et puis après, dans d'autres BD, il y en a eu d'autres. Et là, maintenant, je n'arriverai pas à dire, parce qu'il y en a tellement de BD que je ne sais plus. Mais il y en a de plus en plus sûrement. Et voilà, et c'est cool, quoi. Faut se dire que ça se fait. Des exemples ? Vous, aucun personnage Si, je sens. Ah, vas-y. Merci. Hélène. Alors en fait, moi, c'est venu très tard, quand j'étais étudiante. C'est là que j'ai découvert la BD qui était pour moi invisible. Donc à l'Académie de Tournai, là où j'étais en illustration, j'ai découvert la section BD et les gens qui m'ont montré beaucoup de BD. Bref. Et donc en fait, moi, c'est des autrices qui m'ont donné envie de faire ça. Et c'est des autrices qui parlaient de leur vie, c'était des récits autobiographiques.
Donc pour donner deux noms très clichés, Marjane Satrapi, il y a eu Aude Picot. Aude Picot, j'adore vraiment ce qu'elle fait. Elle est super, donc elle a commencé autobiographie, puis maintenant elle fait quand même des récits. Elle en a fait un féministe à fond. Hein. Et l'idéal, idéal standard, pardon. Et voilà. Et donc en fait, c'était autobiographique, mais ça m'a quand même montré des personnages féminins très forts, quoi. Du coup, qui font des choses admirables. Et quand j'étais petite, ma réponse c'est zéro personnage féminin dans les BD que je lisais, quoi. C'était que des personnages secondaires qui ne servaient à pas grand chose. Donc moi, c'était mais c'était une lecture cliché que j'avais. Hein. C'était Astérix, c'était Tintin, et c'était les Quatre Races et le Scrameustache, des choses franco-belges pour enfants, quoi. Et là-dedans, le personnage féminin était quasi invisible. Pourtant, à l'époque, on en a parlé hier avec Valérian et Lorella, il y avait des personnages forts qui existaient pourtant. Mais j'étais pas tombée dessus. Et pourtant, j'ai eu cette réflexion après de me dire c'était vraiment un problème franco-belge. Parce qu'au Japon, ce n'était pas le cas. Par exemple, au Japon, ça existait déjà. Nous, on le voyait avec les mangas qui sortaient en dessin animé, mais qui existaient sur papier depuis les années 80, 90. Et des choses... il y avait Sailor Moon ou Sakura, Cardcaptor, des choses... Alors, certains étaient sexualisés quand même. C'était pas forcément des exemples très, très intelligents, mais c'était des femmes héroïnes qui étaient là, qui étaient le sujet principal du récit. Et on a vraiment un retard énorme sur le Japon. Je peux pas parler des comics où je ne m'y connais pas du tout. Et peut-être qu'on avait un retard sur eux aussi. Je pense que, juste pour rebondir là-dessus, je pense que c'est aussi parce que c'est une culture commerciale. Hein. C'est-à-dire qu'au Japon, ils visent aussi bien un public féminin que masculin, tandis qu'en Europe et en France en particulier, pendant des années, alors que historiquement, c'était pas le cas, mais pendant des années, la bande dessinée, c'était pour vendre aux garçons. Et rares étaient les éditeurs qui disaient on va essayer de faire un personnage. Donc je pense que Yoko Tsuno est un exemple justement qui essayait de toucher un public féminin, mais c'est vrai que c'était ce que j'appellerais le phénomène Tomb Raider. Quand on avait un personnage féminin, c'était pour plaire aux lecteurs, pas aux lectrices. Voilà. Non, moi je suis un peu comme toi, Hélène. J'avais pas forcément de modèle féminin quand j'étais enfant, et à la limite, même après plus grande, en fait, j'ai toujours été plus attirée par des BD où c'était des héros. En même temps, je me souviens pas connaître vraiment de BD où il y avait des héroïnes. Après, dans les séries, je me rappelle de Fifi Brin d'Acier. Ouais. Fifi Brin d'Acier, l'air de rien, elle me plaisait bien, moi, parce que elle avait peur de rien, elle se bagarrait, elle se roulait dans la boue, et du coup, je me reconnaissais plus en elle. Mais à côté de ça, dans les BD, je me souviens pas. Et tu parlais de comics. Justement, on en discutait tout à l'heure avec Mehdi, qui est juste au-dessus avec les auteurs de comics. Il me disait qu'au début, par exemple, Wonder Woman, quand elle rentrait chez elle, dans les premières BD, elle reprenait son boulot de bobonne. Elle faisait du fer à repasser, des choses comme ça. Maintenant, Wonder Woman, quand elle rentre chez elle, elle est femme d'affaires. Donc bon, voilà, ça a un peu évolué déjà, par exemple. Et moi, je suis comme vous. Enfant, non. Déjà, j'ai lu de la BD un petit peu tard, mais j'avais pas tellement de modèles. C'est vraiment adolescente vers le collège que c'est par Bretéché que j'ai eu mes modèles. C'était Agrippine, parce qu'elle était vulgose, elle était moche, elle était crade. Et ça m'a déjà, ça a typé tout mon travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, ce qui est trop bien, c'est de montrer le moche, c'est de montrer quand on n'est pas classe, quand on fait des choses, voilà, c'est le trivial. Et je me souviens, parce que j'avais beaucoup de bouquins de dessins de presse chez mes parents ou mes grands-parents avec Reiser et tout ça. J'ai beaucoup grandi là-dedans. Donc j'avais cet humour, j'avais envie de dessiner des trucs comme ça potache, mais là ce que je trouvais génial, c'est que c'était une nana et que déjà son trait n'avait absolument rien de ce qu'on peut attendre d'un trait dit féminin, et ni le contenu. Et du coup elle avait une espèce de transparence comme ça où on pouvait pas identifier que c'était une femme. Et voilà, c'était le seul modèle que j'ai eu, c'était Agrippine, et je me rends compte avec le recul aujourd'hui comme ça a complètement tracé la voie pour moi, de me dire oh, mais en fait ça existe, il y a une meuf qui a fait ça et elle a fait un perso trop cool,
et qui est pas justement là pour se tenir bien, pour être jolie. Elle met des jupes, elles sont beaucoup trop courtes, elles sont affreuses, ça la serre. Elle a les pieds, les gros orteils qui dépassent de ses sandales. Enfin, il y avait un côté, qui essayait pas de la rendre à tout prix jolie. Et c'est le seul truc qui me vient. Sinon, moi, je lisais des BD Soleil, je lisais Landfeust avec Sixi et l'autre là, qui était juste là pour avoir des énormes seins et chauffer Landfeust 10 pages sur 20. Donc, c'était une cata. Et d'ailleurs, toute mon adolescence, je n'ai dessiné que des femmes over sexy. Je l'ai posté sur mon blog, j'ai montré les dessins que j'ai faits jeune. Et mais alors on allait d'héroïne en héroïne avec des seins jusque-là, des petits strings qui remontaient, des cuissardes. Alors elles étaient badass, elles se battaient, mais en string, quoi. Donc fallait quand même se poser la question. Et justement, là, ça va être plus en grandissant ou dans votre carrière après. Est-ce que vous avez eu des modèles autrices Tu parlais de Brecce, donc c'est le cas. Mais vous... Pico, Leïla, toi, tu as eu des autrices qui t'ont inspiré Non. Non. Merci pour cette Désolée. réponse claire et précise. Non, Mais parce que j'y connais pas aussi grand-chose en BD. Je suis sûre que je suis passée à côté de plein d'autrices géniales, mais parce qu'il y a beaucoup de choses en bande dessinée, mais oui, voilà, comme tu dis. Sinon, non, mais en ce moment, moi, j'aime bien Marie GBV. C'est quoi oui, mais j'ai pas envie d'écorcher son nom, je me rappelle plus. Attends, je cherche. Oui, Vaillante. Je sais qu'elle est vaillante. Bon, voilà, qui fait beaucoup de choses du coup dans la BD. Enfin, elle se bat beaucoup en ce moment, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Elle est scénariste. Elle est scénariste de bande dessinée et elle a fait une BD là récemment avec plusieurs auteurs et autrices et illustrateurs et illustratrices qui s'appelle Féministe, qui est sortie. Voilà, donc je sais même pas, en plus je suis nulle, je retiens pas les maisons d'édition, tout ça, mais en tout cas elles ont fait un super boulot, il et elles ont fait un super boulot. Il y a des auteurs comme Laurier the Fox dedans que j'affectionne énormément. Et puis voilà, il y a Ingrid Chabert qui était dans la jeunesse, qui est passée dans la BD. Enfin voilà, il y a des gens très cool dans cette BD et c'est grâce à elles. Mais sinon, non, personne. Ouais. Hop. C'est bon, il y a des pieds. Moi, j'avoue que j'ai commencé à me poser la question, en fait, il n'y a pas si longtemps. Parce que je pense que j'ai lu beaucoup de BD sans réfléchir à qui étaient les auteurs. Encore maintenant, j'oublie les noms. Voilà. Donc, mais c'est juste que maintenant, je me rends compte que je suis très contente quand je lis des autrices, beaucoup plus, et que je suis en recherche. Et que ça me fait plaisir, en fait, vraiment. Et c'est pas une contrainte, c'est que je me dis, en fait, voilà, je me reconnais là-dedans. Je me dis, voilà, ça fait du bien. Mais c'est pas arrivé très tôt parce que voilà, je pense que j'ai pas fait attention au sexe des personnes. C'est juste qu'à un moment, je me suis rendu compte que effectivement, j'avais dû lire beaucoup d'auteurs masculins. Et j'ai commencé à découvrir des autrices que j'ai trouvées vraiment très bien. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que j'en avais pas entendu parler, je commence juste maintenant. Et Brecce, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a peut-être 1 an et demi. Et je me suis rendu compte que ça fait quand même longtemps que ça existe et que c'était super bien. Et du coup, voilà. C'est juste maintenant, j'y fais attention. Hélène. Du coup, j'ai déjà répondu à la Oui. question. Et moi, je voudrais juste rebondir vite fait sur le fait qu'on arrive à une ère, et j'espère en tout cas qu'elle arrive vraiment. En fait, on fera plus attention à si c'est une femme ou un homme. Ouais. On se dira plus « Oh mon Dieu, il y a de plus en plus de femmes, c'est génial !» Et voilà. C'est pas gagné, mais on est dans le bon chemin. Il y a même pas 2 ans à Micro, Angoulême, s'il te plaît, ouais. il y a même pas 2 ans à Angoulême, il n'y avait aucune femme citée pour le Grand Prix. 2 Oui. ans, Ouais. donc c'est hier, quoi. Mais Et encore ouais. maintenant, le sexisme partout. En fait, les femmes sont là, dans les chiffres, on est de plus en plus. Moi, je compare ça au milieu du livre, que je connais mieux que le milieu de la BD. Les femmes sont over-représentées, à tel point qu'aujourd'hui, on pense que les études littéraires sont destinées aux filles. C'est tellement destiné aux filles que qui est-ce qui récupère tous les grands prix encore ? Pour l'instant, ce sont les hommes. Et très souvent, c'est mérité, c'est pas la question. La question à se poser, c'est quand même drôle que tous les prix Goncourt, les grands prix Angoulême,
Les grands prix, mais c'est partout pareil, hein, les grands prix de réalisateurs, Mais c'est les pas grands les- prix et ben c'est souvent les Ouais, hommes. pardon. Et c'est rarement lié uniquement au fait qu'ils sont là depuis longtemps, parce qu'il y a des femmes qui sont là depuis très longtemps, et là on citait Marjane Satrapi ou quoi. Riyad Satouf, il a été cité comme... il a été dans la liste des concurrents pour ce Grand Prix d'Angoulême, alors qu'il travaillait depuis moins longtemps que certaines autres autrices qui auraient très bien pu concourir. Donc en fait, on est plus là, on arrive plus à publier, on arrive à en parler, mais on n'a pas accès encore au prestige. Mais ce prestige, c'est pas les lecteurs qui font ce prestige, c'est des gens qui sont haut placés et qui ont des pensées arriéristes, quoi. En fait, c'est ça le problème. Oui, mais du coup, ça change pas. Parce que malheureusement, les gens ont beau acheter des BD à 100 000 exemplaires. Pénélope Bagieux, qui a reçu la médaille de chevalier d'art et des lettres, et il y a eu des courriers de plainte en disant qu'elle ne méritait pas ce truc-là. Donc, en fait, on peut se dire, moi, évidemment, le truc ultime, ce serait d'arriver à se dire qu'on juge un texte ou une œuvre sans considérer le genre. Ça, c'est l'utopie. Parce que pour le moment, la réalité du métier, c'est que les manuscrits écrits par des femmes arrivent moins bien à se faire publier, sont moins bien payés, ne gagnent pas de prix ou beaucoup moins. Donc, c'est quand même encore... tout le monde va nous dire « Mais non, mais il n'y a pas de problème. Regardez, les femmes peuvent publier, regardez. » Et donc, effectivement, on a fait de toute façon un bond de géant en 200 ans. Mais on n'est pas si loin de certains textes que moi j'ai lus qui datent de 75, comme Ainsi soit-elle de Benoît de Groult, où elle s'attriste de voir qu'en dédicace, ou même que dans la presse, etc., quand il y a un texte de femme, on estime que c'est pour les femmes. Et par contre, un texte écrit par un homme, c'est mixte. Et elle s'énerve de ça en se disant mais c'est quand même incroyable qu'on se demande encore ce qu'ont les femmes à dire et pourquoi les femmes écrivent autant, alors que pendant des millénaires, c'était que les hommes qui écrivaient et ça n'a jamais choqué personne. Et tout comme quand moi, il y a, je crois que c'était en 2015, j'avais soulevé le fait qu'il n'y avait aucune autrice dans les sujets du bac littéraire au lycée, en France, et qu'en 45 ans de sujets du bac, on n'a eu aucune autrice dans les sujets. Mais zéro. C'est pas 10%, 2%, c'est 0%. Et quand je me suis rendu compte de ça, d'abord par ma propre expérience en me disant c'est quand même con, j'ai fait des études littéraires et j'ai lu 2 femmes et demie. C'est quand même bizarre. Toutes les femmes que je lis aujourd'hui, je les ai trouvées toutes seules. Je parle même pas de la poésie où personne n'est capable de citer une femme poète. Et en fait, je suis allée regarder les archives de l'éducation nationale. Et effectivement, depuis que ce type depuis que le bac littéraire a été comme ça, à savoir 4 œuvres ou 2 œuvres à lire en terminale et à étudier, etc., il y avait eu 0 femme. Et pourtant, il y a eu des contemporains, des classiques, il y a eu de tout. C'est même pas comme si on pouvait dire oui, mais on veut faire des classiques. Non, il y a eu des gens absolument contemporains. Et quand j'ai soulevé ce problème-là, la première réaction, ça a été de me dire oui, mais en même temps, il n'y a aucune femme qui a écrit quelque chose qui vaille le coup d'être étudié. Mais vraiment, et c'était dit sans... c'était pas des gens méprisants, c'était... même ma propre mère m'a dit oui, mais bon, en même temps, il n'y a pas grand monde à étudier. Il faut étudier des gens qui ont marqué l'histoire. Alors déjà, il faut se demander pourquoi il n'y a que les hommes qui marquent l'histoire, alors que les femmes publient, reçoivent des prix et ensuite disparaissent. Donc en fait, on fait perpétuellement une boucle où on a l'impression que ça va mieux. 75, c'était l'année de la femme en France quand même. Hein. Donc on s'est dit, youpi, génial, c'est tout bon, maintenant on fait ce qu'on veut. Et en fait, là, en 2018, on est encore à contester le droit à l'avortement, on est encore moins payé que les hommes, on n'a encore pas le droit de passer pilé sans avoir une horde de gens qui veulent nous buter. Donc, en fait, moi, je suis pas si optimiste que ça, quoi, vraiment. Je pense qu'il y a encore... et déjà, même le combat féministe en lui-même a beaucoup de mal à rassembler. Je trouve que c'est encore... on a beaucoup de mal, on n'est pas du tout éduqués dans la bienveillance entre femmes. On ne sait pas ce que veut dire sororité. Notre pays, c'est liberté, fraternité. Mais fraternité, c'est frère, c'est entre frères. Et dans les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme, c'est pas les droits de l'humain. Donc, en fait, on n'existe pas beaucoup. Et jusqu'au langage, où on parlait hier soir au repas des auteurs, on parlait du langage. Et pareil, cette réticence qu'ont les gens à l'écriture inclusive aussi. En fait, il y a quand même, dès qu'il faut changer un système qui est installé, à savoir un système qui pour le moment est patriarcal, là, il y a quand même beaucoup de violence, il y a quand même beaucoup de réticence, je trouve. Enfin, je trouve et je vois surtout. Mais c'est vrai que le changement va être peut-être long, comme tu dis, parce que j'ai quand même confiance, parce que toute la jeunesse qui ont notre âge, moi je vois tous les hommes qui m'entourent, ils pensent comme moi, quoi. Et ils le pensent plus fort que moi, même parfois.
Donc, tu vois, du fait de s'étonner de rabaisser la femme et tout. Donc voilà, quand les vieux seront morts et les jeunes... Pardon, non, ça non. Mais voilà, on verra dans 50 ans ce que ça donnera. Mais c'est long en fait, 50 ans. Ouais, c'est long. C'est une superbe amorce pour notre troisième partie et la condition de l'autrice qui est plus ce sujet-là. Tu disais que quand on est une femme, on est moins bien payé, on est lu différemment. Ça vous est déjà arrivé de proposer un projet en donnant un nom d'homme ou en essayant de cacher le fait d'être une femme ? Non. Non. Non, mais Laurel, elle explique qu'elle s'est appelée Laurel au début parce qu'elle voulait pas être identifiée tout de suite comme étant une fille. Il y en a certaines qui ont... ouais, et puis ça répond pas forcément à ça, mais juste ça me fait revenir sur aussi ces idées de féminin. Enfin, dans la BD, ce qui revient beaucoup par contre, c'est le trait féminin. Et je pense que je suis pas la seule à vraiment en avoir vraiment marre de ça. Et moi, quand on me pose la question sur le genre d'histoire que je fais, si j'ai le malheur de dire que j'ai fait une histoire intimiste ou que j'ai le malheur de dire que je fais des histoires poétiques, et on me dit ah oui, mais ça c'est parce que c'est le trait féminin. Et en fait, c'est vraiment, je sais pas comment faire sortir de ces clichés-là, mais c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent. Et même parmi des gens qui connaissent la BD, qui en lisent, c'est pas des réflexions occasionnelles, quoi. C'est vraiment habituel et un peu pénible. Oui, mais des fois, ça va même loin. C'est-à-dire que moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me demandent, en connaissant mon travail, de changer mon style. Parce que j'ai pas un style girly, entre guillemets. J'ai un style assez jeunesse, pour le coup. En me disant, ah ouais, on aime beaucoup ce que vous faites, mais est-ce que vous pouvez dessiner comme Pénélope Bagieux ? Alors je vais contacter Pénélope Bagieux. C'est grave. J'ai l'impression que c'est une grande demande chez les autrices de leur demander si elles pouvaient dessiner comme Pénélope Bagieux. C'est pas le premier témoignage que j'entends sur. Bah oui, parce qu'ils ne peuvent pas se payer Pénélope Bagieux, alors ils essaient de le faire. Mais de la même manière, là j'ai écrit un roman pour les ados, et à chaque fois que j'en ai parlé en étant ultra émue parce que c'était un rêve d'enfant d'écrire un roman, tous les gens à qui j'en ai parlé, que ce soit mon banquier, parce que peu importe, mais je l'avais dit à mon banquier, le meilleur ami de mon mec, une pote du lycée que j'ai revue. Première question, c'est un roman pour les filles ? Et c'était vraiment sans rire, on m'a demandé à chaque fois, et du coup c'est un roman pour les filles ou pour les garçons ? Et du coup, et en parlant aussi avec d'autres gens, on m'a dit aussi à un moment, quand j'ai raconté que c'est l'histoire d'une collégienne, c'est un journal intime d'une collégienne, et que j'y aborde la puberté, les parents divorcés, le harcèlement au collège, les premières amours, etc. Donc on me demandait si c'était pour les filles ou pour les garçons, et on m'a demandé aussi, mais pourquoi tu fais pas un personnage masculin pour changer ? Ce serait plus mixte, non ? Donc déjà, on revient à cette espèce de croyance que le masculin est neutre et le féminin est féminin. Et en plus, moi de toute façon je lui ai répondu, en fait non, puisqu'on manque pas de personnages féminins, mais on manque cruellement de personnages féminins qui soient nourris et qui soient pas teintés de sexualité, qui soient pas sur lesquels repose pas un truc de désir, etc. Donc des personnages féminins bien écrits et écrit par des femmes, il y en a pas tant que ça, donc non, je vais pas bouger. Et voilà, le premier truc, c'était de se dire, c'est une fille, elle écrit un roman, donc elle va écrire un roman pour les filles. Et à chaque fois, quand je leur demandais, ça veut dire quoi un roman pour les filles ou pour les garçons ? Et c'est de la même manière, on va te dire, oui, mais les filles, ça parle plus d'amour, ça parle plus... Mais quand c'est Flaubert qui parle d'amour, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Donc en fait, il n'y a pas de sujet qui soit masculin ou féminin. Par contre, quand les femmes s'attellent à ces sujets-là, c'est comme si elles mettaient un voile de féminité dessus et que les mecs allaient être émasculés de nous lire. Et moi, plein de fois en dédicace, j'ai des mecs qui viennent me voir et qui s'excusent un peu, qui me disent c'est ma nana qui te lit, moi c'était dans les toilettes, du coup je l'ai lu, mais c'est bien, c'est très bien.
Et alors que, comme je le disais, sur mon blog à l'époque, quand jadis je le tenais de manière régulière, avec Google Analytics, j'avais des statistiques genrées, c'est-à-dire qu'ils font une espèce de diagramme avec les fréquentations masculines, fréquentations féminines. Et j'avais presque une parité. Donc en fait, j'étais lue de manière presque mixte. Par contre, en interview, on me disait vos lectrices. Et je répondais aux journalistes, vous savez, avec nos règles de grammaire, si j'avais 2 millions de femmes qui me lisent et un seul homme, il faudrait dire mes lecteurs. Donc je pense que vous pouvez demander mes lecteurs et pas juste mes lectrices. Mais on essayait de... Enfin voilà, c'était un peu sûr que c'était forcément que des femmes qui me lisaient. C'est faux, moi je disais. Donc, Il y a encore cette croyance que le féminin s'adresse aux femmes et que le masculin, depuis qu'on est petite, nous, on doit s'identifier à des héros masculins, on doit regarder des films avec des garçons, des trucs d'aventure avec des hommes. Et on fait l'effort de s'identifier à des hommes. Et par contre, en étant un garçon, on n'a jamais à faire cet effort, beaucoup moins. Et du coup, c'est difficile. Et du coup, il y a cette espèce de croyance que si c'est une femme qui écrit... et je donnais l'exemple, je te le disais hier, l'exemple de la série Bref, que peut-être tout le monde connaît ici, je sais pas. Si on résume le pitch de cette série, c'est un trentenaire parisien qui galère en amour, qui galère avec un plan cul, une fille qu'il aime. C'est un peu les pérégrinations amoureuses d'un Parisien de 30 ans. Vous mettez ça au féminin. Alors c'est les pérégrinations d'une trentenaire, elle galère en amour, alors, hop, série de filles. Donc en fait, ça veut bien dire que c'est pas le sujet qui est féminin, c'est est-ce que ce sujet-là, il est traité par des femmes ou par des hommes. Et si c'est traité par des hommes, magique, c'est universel, quoi. Donc moi, je me bats pour... au début, je tombais dans ce truc de me dire peut-être qu'il faut que je mette plus de mecs, il faut que je creuse plus mes mecs, que je déféminise mon trait, que je déféminise mes sujets. Mais au contraire, aujourd'hui, je suis hyper heureuse de me dire j'ai raconté ma vie sans voile, j'ai pas été une fausse fille, j'ai pas répondu à des exigences, j'ai raconté ma vraie vie de meuf qui parfois n'était pas du tout glamour et qui parfois n'était pas du tout féminine, parfois était féminine à l'excès et ça en devenait ridicule. Et j'avais surtout pas envie de travestir mon identité pour essayer encore une fois, de me rapprocher de ce masculin magique et neutre. Non, je pense qu'il y a des très bons personnages féminins qui n'ont pas à être masculinisés et c'est juste qu'on a un effort à faire de faire comprendre que des mecs peuvent aller voir un film ou lire un livre, soit écrit par une femme, soit qui mettent en scène des femmes, sans être exclus du sujet, en fait. Très brièvement, c'est vrai que moi, je vous parlais des pseudonymes, et moi, j'ai même jamais réfléchi à ça. Je m'appelle Hélène V, c'est juste parce que mon nom de famille est très long et pas du tout poétique. Je l'ai coupé, point barre. J'étais peut-être aussi parce que j'aime beaucoup David B. Alors je me suis dit, tiens, lui... c'est même pas son vrai prénom, mais je me suis dit, allez, Hélène V, c'est bien. Et je me suis pas imaginé que ça pouvait être rébarbatif. Ça l'est peut-être, du coup, pour certains lecteurs, j'espère que non. Est-ce que, du coup, dans le monde de la BD ou de l'illustration plus généralement, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être dénigré ? Est-ce que, par exemple, vous avez subi du mansplaining ? Alors oui, alors là, je vous explique un peu le mansplaining. C'est quand un mec coupe la parole à une fille et la prend un peu de haut et explique ce que c'est. Voilà, ça c'est le mansplaining et je pense que c'est assez désagréable, Amandine. Je crois aussi. Vas-y, poursuis. Donc du mansplaining par rapport à vos projets, quand vous les expliquiez ou vous les présentiez Moi, je veux bien répondre, mais ça va encore un peu s'éloigner. J'ai plusieurs trucs, mais pas forcément de l'ordre du mansplaining ou quoi, mais plus des rapports aussi par rapport à la situation des auteurs. Par exemple, plus une question d'âge et d'expérience, et du fait, par exemple, que moi, j'étais encore à l'école et pas expérimentée dans le milieu professionnel. Ça donnait de la légitimité à des personnes, par exemple, de me dire ce qu'il fallait que je fasse dans mon travail sans que moi je le demande. Des choses comme ça, plutôt. Et après, ça a un peu rien à voir non plus, mais j'en parlais tout à l'heure avec Hélène, et ça me fait penser à ce qu'on disait sur l'affaire Weinstein. Et en fait, pour dire que déjà, il n'y a pas que dans le cinéma qu'il y a des abus. Et que le problème, c'est que à nouveau, les situations de certaines personnes, de certains auteurs dans les milieux, leur donnent le droit d'agir de manière complètement déplacée
envers des nanas. Surtout en plus si c'est des filles jeunes qui sont là comme actuellement plutôt dans la BD indépendante, dans le fanzina, dans l'auto-édition, qui fait qu'on a un statut qui est complètement dénigré aussi. Ça donne la liberté à des personnes d'avoir des agissements de harcèlement et d'abus, et de les laisser complètement libres de ça, parce que c'est des personnages qui sont connus comme étant un peu frivoles. Et voilà, moi par expérience, il m'est arrivé quelque chose avec une personne qui était bien installée dans son milieu. Et quand ça m'est arrivé et que j'ai commencé à en parler aux gens avec qui j'étais quand c'est arrivé, tout le monde m'a dit « Ah oui, mais ça c'est parce que c'est lui. Oui, mais ça il le fait tout le temps. » Et je dis « Mais c'est pas parce qu'il le fait tout le temps qu'il a le droit de le faire. » Voilà, au contraire. Et ça, c'est des choses que j'ai commencé à découvrir et où je me suis rendu compte que personne n'en parle, voire même c'est marrant. En fait, des auteurs qui se permettent des réflexions à des jeunes filles, que ce soit des autrices ou des filles bénévoles, mais tout le monde s'en fiche complètement. Et encore, dans le cinéma, c'est sorti, mais dans la BD, comme on disait, c'est tellement secondaire que on n'en parle pas du tout, quoi. Vraiment. On va finir là-dessus parce qu'il y a une projection qui doit arriver derrière. On peut quand même dire qu'il y a des témoignages qui ont été recueillis par les créatrices de BD contre le sexisme sur bdégalité.org. Il y a toute une page de témoignages comme ça de femmes qui témoignent de leur histoire de harcèlement. Justement, je voulais parler de ces histoires de harcèlement. Donc tu parlais de ton expérience, Limsela. Vous aussi, vous avez déjà été confronté à des abus, vous vous sentir en danger pendant un entretien professionnel C'est plus pendant des festivals, justement, Angoulême, tout ça, où tout le monde finit bourré. Moi, j'ai beaucoup fui ces milieux-là, parce que, j'en parlais encore il y a peu de temps avec Myrion Mal, qui est très investie dans le féminisme aussi, qui, elle, a subi vraiment des choses plus graves que moi. Et une de ses amies qui a été vraiment abusée par quelqu'un qui est très installé et qu'on connaît très bien, et qui par ailleurs se dit féministe. Moi j'ai très vite fui tout ça, parce qu'en fait très vite on commentait avant tout ma tenue, mon physique et mon âge. Donc au bout d'un moment ça donne pas envie de rester dans la soirée, et surtout quand les hommes commencent à avoir bu, et que c'est des hommes qui potentiellement ont du pouvoir, ont le pouvoir un jour de méditer ou non, selon ce qui va se passer ou non. Donc mieux vaut ne pas être là que si on peut, on le sent très vite, surtout quand on arrive et qu'on est très jeune. Moi j'avais 19 et 20 ans, donc oui. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci pour ce témoignage, c'était un plaisir. Moi j'ai appris des choses parce que j'aime bien apprendre des choses. Ça a été enregistré, donc sera disponible sur le site lavoidesbulles.fr. Vous pouvez laisser des commentaires, donner votre opinion. Je tiendrai au courant, peut-être Amandine qui répondra. On n'a pas fait de questions avec le public. Peut-être, c'est un peu dommage, on est vraiment désolé. Il n'y a pas d'autres salles. On peut essayer peut-être de se mettre un peu à l'écart dehors pour laisser la projection se faire, parce que sinon on va être embêté par des questions. Merci à tous. Au revoir. Stop. So feeling affected. Bloody blood,